Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un circuit simple de mise en pratique du NE555 dont les différents modes de fonctionnement ont été expliqués lors des 3 vidéos de présentation de ce circuit intégré. Le circuit que je vais présenter est un NE555 monté en bistable qui commande un second NE555 monté en monostable, lui-même qui commande un troisième NE555 monté en astable. Autant dire que c'est un montage en cascade. Ce montage est certes très simple, mais le but de cette vidéo est de vous montrer l'utilité de chaque mode de fonctionnement du NE555. Bien entendu, chaque NE555 peut en réalité commander d'autres composants que des circuits intégrés, tels que relais, transistors ainsi que bien d'autres. Je ferai 3 parties pour expliquer le fonctionnement de ce circuit, car nous verrons les schémas et les calculs réalisés pour obtenir le fonctionnement désiré. Le circuit présenté ici est un NE555 monté en bistable dont je vous ai fait la présentation dans la vidéo précédente. Ce montage peut activer avec le bouton poussoir de gauche ou désactiver avec le bouton poussoir de droite d'autres circuits matérialisés par les lettres rouges et vertes. Si vous avez raté la présentation du NE555, qui est le composant principal de ce circuit, je vous invite à aller faire un tour sur la playlist qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Voyons ensemble le fonctionnement du bistable qui constitue la première partie du circuit. Comme le montre le schéma de principe que j'ai réalisé avec le logiciel EasyEDA, j'utilise 2 LED afin de matérialiser l'état de la sortie du NE555, soit sa broche 3. Au moment de la mise sous tension, la LED rouge est allumée. Cette LED indique que la sortie du NE555 est à l'état bas, soit 0 ou reset. La LED verte est éteinte. Elle indique que la sortie du NE555 est à l'état haut, soit 1 ou 7. L'entrée 7, qui est la broche 2 du NE555, est maintenue à un niveau haut grâce à la résistance de tirage vers la tension d'alimentation, soit une résistance pull-up de 10 kΩ reliée entre cette entrée et VCC qui est la tension d'alimentation. Nous apercevons qu'il y en a une également reliée sur l'entrée reset, soit la broche 4 du NE555. En effet, ces 2 broches étant actives à l'état bas, l'utilisation de résistance de tirage vers le haut a tout son sens. Un appui sur le bouton poussoir S1 applique sur l'entrée 7, soit la broche 2 du NE555, un niveau logique bas, soit 0. Cela a pour effet qu'une tension inférieure à 1/3 de la tension d'alimentation est appliquée sur l'entrée inverseuse du comparateur relié à cette entrée, activant la bascule interne du NE555. Par conséquent, la sortie du NE555, qui est la broche 3, est placée à un niveau haut. Ainsi, c'est la LED verte qui s'allume. Un appui sur le bouton poussoir S2 applique sur l'entrée reset, soit la broche 4 du NE555, un niveau logique bas, soit 0, remettant la bascule interne du NE555 à 0. Par conséquent, la sortie du NE555 est placée à un niveau bas. Ainsi, c'est la LED rouge qui s'allume. Afin de prendre connaissance du diagramme interne du NE555, je vous invite à aller faire un petit tour sur la première vidéo de présentation de ce circuit intégré, présent dans la playlist intitulée Fiches composants. On peut apercevoir que sur ce schéma, la broche 6 du NE555 est reliée à la masse, alors que sur le schéma de la vidéo précédente, elle n'est pas reliée. Le but de cette liaison est de permettre à empêcher que cette broche atteigne les 2/3 de la tension d'alimentation, afin de stabiliser la sortie. Néanmoins, le circuit fonctionne malgré que cette broche ne soit pas reliée à la masse. Sur le schéma, on aperçoit un condensateur de 100 nanofarad. Ce condensateur va servir à découpler, soit filtrer, l'alimentation du NE555 en le reliant en parallèle à l'alimentation de celui-ci. Il a pour but de protéger des perturbations nuisibles provoquées par les variations de tension du circuit et du NE555, mais également d'éviter que celui-ci ne se couple à la masse.
Afin de comprendre ce qu'il se passe dans le circuit, observons les signaux à l'oscilloscope. Je relèverai premièrement les signaux de la broche 2, soit trigger, et de la sortie au niveau de la broche 3 du NE555, et deuxièmement les signaux de la broche 4, soit RST, et de la sortie. Commençons par relier le commun des deux sondes, qui est le fil noir, à la masse. Je relie une sonde pour relever le signal au niveau de la broche 2, soit trigger du NE555, qui est le signal bleu, et l'autre sonde relève le signal de sortie, qui est le signal jaune. Nous voyons apparaître les signaux sur l'oscilloscope dès que l'on active la bascule du NE555 en appuyant sur le bouton poussoir SE. Voyons plus en détail les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous observons qu'initialement, le signal bleu correspondant à la broche 2, soit trigger du NE555, est placé à un niveau haut et que le signal jaune correspondant à la sortie du bistable est à un niveau bas, la lettre rouge est allumée. En appliquant un front descendant sur la broche 2 du NE555, la sortie bascule à l'état haut et le reste même si on applique à nouveau un front descendant sur cette broche. C'est la LED verte qui est à présent allumée. Voyons les signaux de la broche 4 et de la sortie du NE555. Plaçons maintenant la sonde bleue pour relever le signal au niveau de la broche 4, soit RST du NE555. Il suffit de retirer la sonde bleue de la broche 2 pour la placer sur la broche 4. Nous observons que le signal de sortie change dès qu'on désactive la bascule du NE555 en appuyant sur le bouton poussoir S2. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous observons que le signal bleu, correspondant à la broche 4 du NE555, est placé à un niveau haut et que le signal jaune, correspondant à la sortie du bistable, est également à un niveau haut, la LED verte est allumée. En appliquant un front descendant sur la broche 4 du NE555, la sortie bascule à l'état bas et c'est la LED rouge qui est allumée à ce moment-là. Comme précédemment, si nous appliquons à nouveau un front descendant sur cette broche, la sortie reste dans le même état. Voyons à présent les calculs qui ont été nécessaires afin de réaliser ce circuit. D'après sa documentation technique, le NE555 crée une chute de tension de 1,7 V, provoquant une différence entre la tension présente à la sortie, soit la broche 3, et la tension d'alimentation VCC. En effet, pour une tension d'alimentation de 15 V, on retrouve 13,3 V en sortie. De même, avec une tension d'alimentation de 5 V, on relève une tension de sortie de 3,3 V. Concernant la chute de tension de 1,7 V, et d'après le site d'ElectroAstro, elle peut monter jusqu'à 2,5 V selon la tension d'alimentation et la charge présente sur la sortie du NE555. Dans notre cas, la chute de tension est de 1,7 V. La tension de sortie sera calculée via l'opération suivante. U-out égale VCC moins 1,7 V. U-out correspond à la tension de sortie du NE555. VCC correspond à la tension d'alimentation du circuit. Et 1,7 V est la chute de tension créée par le NE555. En appliquant la formule, nous trouvons le résultat suivant. Donc, U-out égale VCC moins 1,7 V, soit 9 V moins 1,7 V, ce qui donne une tension de sortie du NE555 de 7,3 V en alimentant le circuit avec une tension de 9 V. Prenons connaissance de la formule utilisée pour définir la résistance de limitation de la lettre rouge. La lettre rouge étant connectée à la tension d'alimentation, elle s'allumera que lorsque la sortie du NE555 est à l'état bas, soit 0.
Pour éviter que la LED grille, il faut la protéger avec une résistance dont la valeur est calculée via cette formule. RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance à relier à la LED, VCC est la tension d'alimentation, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Pour trouver la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, j'ai utilisé un testeur en kit de chez Wellman dont la référence est K8115. Pour la LED rouge, le testeur m'a affiché une tension de 2,01 volts. Concernant l'intensité qui traverse cette LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur générale de 20 mA. Néanmoins, on peut également choisir de laisser passer une intensité de 10 mA. Les LED fonctionnent quand même, à la différence qu'elles s'illuminent moins fort. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Donc RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED, soit 9 volts moins 2,01 volts, le tout divisé par 20 mA, soit 6,99 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la LED de 349,5 ohms. Ne possédant que des résistances d'une tolérance de 5% et d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24, correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 349,5 ohms est 360 ohms. Ne disposant pas de cette valeur, j'utilise une résistance de 390 ohms. Si vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, et d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 349,5 ohms est 357 ohms. Pour justifier le choix de ces valeurs de résistance, modifions la formule afin de calculer l'intensité circulant dans la LED en procédant de cette façon. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons premièrement l'intensité ILED avec une résistance de 390 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED, le tout divisé par RLED. Donc 9 volts moins 2,01 volts, le tout divisé par 390 ohms, soit 6,99 volts divisé par 390 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED rouge d'environ 17 mA avec la résistance de 390 ohms à 5%. Calculons deuxièmement l'intensité ILED avec une résistance de 357 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, soit 9 volts moins 2,01 volts, le tout divisé par 357 ohms, donc 6,99 volts divisé par 357 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED rouge d'environ 19 mA avec la résistance de 357 ohms à 1%. Voyons la formule utilisée pour déterminer la résistance de limitation de la LED verte. La LED verte étant reliée à la sortie du NE555, elle s'allumera que lorsque la sortie est à l'état haut, soit 1. La valeur de sa résistance de limitation est calculée via cette formule. RLED égale UOUT moins ULED divisé par ILED. RLED est la résistance à relier à la LED, UOUT est la tension présente sur la sortie du NE555, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Pour la LED verte, le testeur m'a affiché une tension de 1,98 volts. Concernant l'intensité qui traverse cette LED, j'ai choisi également d'utiliser la valeur générale de 20 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. Donc RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED, soit 7,3 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 20 mA, donc 5,32 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une valeur de la résistance à relier à la LED de 266 ohms.
D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 266 ohms est 270 ohms. Si par contre vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, et d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96, la valeur la plus proche de 266 ohms est 267 ohms. Pour justifier le choix de ces valeurs de résistance, modifions la formule afin de calculer l'intensité circulaire dans la LED en procédant de cette façon. ILED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 270 ohms à 5%. Donc ILED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 7,3 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 270 ohms. Donc 5,32 volts divisé par 270 ohms, ce qui donne une intensité circulaire au travers de la LED verte d'environ 19 mA avec la résistance de 270 ohms. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 267 ohms à 1%. Donc ILED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED, soit 7,3 volts moins 1,98 volts, le tout divisé par 267 ohms, donc 5,32 volts divisé par 267 ohms, ce qui donne une intensité circulaire au travers de la LED verte d'environ 19 mA avec la résistance de 267 ohms à 1%. Nous arrivons au terme de cette vidéo, dans laquelle nous avons vu le fonctionnement ainsi que les calculs nécessaires pour la réalisation d'un bistable réalisé avec un N655. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la réalisation pratique de cette première partie. Si vous découvrez cette vidéo et pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la partager et la liker. Comme je le rappelle à chaque fois, vous retrouverez en description les sources ainsi que le lien Google Drive permettant d'accéder au script de cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!